Pour commencer, John Carpenter, c'est quoi? Comme une marque déposée, tous ces génériques commencent par un John Carpenter's suivi du titre du film. Pourquoi? Parce que Carpenter, c'est tout simplement le grand patron du ciné fantastique horreur. Une carrière incroyable, ponctuée d'excellents films encore cultes aujourd'hui. Très maîtrisés, ils font preuve d'une grande classe grâce au style Carpenter, à savoir une manière de filmer héritée des grandes heures du western avec ses travelling lents et sa gestion de l'espace magnifiée par l'emploi du cinémascope, alors le format le plus large. Le western, Carpenter a toujours rêvé d'en faire un, et cette influence se retrouve dans une bonne partie de ses films. S'il n'a pas pu filmer les grands espaces américains, il use de la même méthode pour mettre en valeur ses héros, évoluant régulièrement dans des décors en huis clos. C'est cette gestion de l'espace et ses choix opérés qui font le style Carpenter, un style inimitable et personnel qui font de John Carpenter un véritable auteur pour le cinéma de genre. Souvent considéré comme sa meilleure, la première partie de sa carrière contient Assaut, Halloween, Fog et New York 1997. La Universal lui confie le remake de The Thing, gros budget qui doit sortir à l'été 82. Chef-d'œuvre de Carpenter et premier volet de sa trilogie de l'Apocalypse, The Thing et son extraterrestre belliqueux vont être écrasés au box-office par le tout mignon E.T. de Steven Spielberg. Carpenter doit se racheter de cet insuccès et réalise les films de commande Christine, adapté de Stephen King, et Starman avec Jeff Bridges. Il s'investit bien plus dans son projet suivant, Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, mais le film a un budget important et l'échec aussi bien critique que public n'arrange pas les relations de Carpenter avec les grands studios. John Carpenter, convaincu de changer une méthode de production, passe un accord avec la société Alive Film pour une série de 4 films bon marché. Tournage rapide, pas de tête d'affiche, un scénario nerveux et épuré, et une mise en scène proche de celle des débuts, tels sont les mots d'ordre de cette nouvelle politique. Avec, comme atout majeur, à la fois une rentabilité immédiate et une liberté créatrice totale, celle qui a, plus d'une fois, permis à Carpenter de faire des merveilles. Prince des Ténèbres, deuxième volet de sa trilogie, sera le premier film du contrat et une franche réussite qui ravit les fans de la première heure de Carpenter, revigorés par cette méthode de production bien plus indépendante. Second film du contrat avec Alive Film, Invasion Los Angeles se présente comme un film de science-fiction, mais également comme un thriller politique. Un peu dans la lignée de certaines productions des années 50 telles que Body Snatchers, où la peur des Américains du fléau communiste et des effets du nucléaire était représentée par des invasions extraterrestres. Jonathan m'a demandé de faire un petit partage sur le ressenti de ce film, Invasion in Los Angeles, qu'on vient de voir. Et ce qui m'a intéressé, c'est l'arrière-monde qu'il peut y avoir. Un peu comme dans le film Matrix où on voit qu'il y a une recherche du contrôle absolu sur les populations, en les distrayant, en les faisant consommer. Tout ça pour éviter de penser, de s'unir et puis d'agir ensemble pour améliorer leur vie. Et donc ça m'intéresse parce que c'est souvent dans l'art qu'on peut avoir, c'est d'aller derrière les apparences pour essayer de comprendre un petit peu. Et quand on cherche à comprendre ce qui se passe dans le film, c'est que c'est un monde corrompu et ça se voit pas. En fait, il faut qu'on dépasse cette apparence de normalité et il faut voir qu'il y a des humains qui cherchent à être supérieurs à d'autres humains et ça, c'est étonnant en fait, cette idée qu'il y a des envahisseurs qui sont parmi nous, que la Terre court à sa perte et que nos dirigeants sont à la solde des extraterrestres et que nous on serait juste des robots soumis à des messages qui seraient dissimulés un peu partout. On appelle ça des messages subliminales, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas mais en fait on les enregistre. Et donc moi ça j'aime bien. On appelle ça une injonction, c'est-à-dire c'est impératif quoi. Alors il y a obéissez. Vous avez dû vous en rendre compte dans le film. Et ne questionnez pas l'autorité. Ça, c'est une forme de soumission directe. Après, il y a mariez-vous et procréez. Regardez la télé, achetez. Ça, c'est vraiment un mode de vie pour être conforme. Pour ne pas dépasser, ne pas sortir du cadre.
Et puis il y en a un qui est un peu plus insidieux, c'est ne pensez pas, ne vous réveillez pas. Ça, c'est pour décourager toute forme de réflexion individuelle. Et qu'est-ce que ça crée? Ça permet de dépenser de l'argent, de se conformer aux autres, d'obéir. Et puis, sauf si on décide à un moment de changer de regard. Et le changement de regard dans ce film, c'est les lunettes, évidemment. Alors c'est toujours une forme d'écran, mais c'est un écran pour mieux regarder les choses. Et ça, c'est intéressant parce que dans ce film, en fait, on a une critique qu'on a rarement des États-Unis, parce qu'on cache toujours la misère dans l'industrie du cinéma américain. On voit jamais les pauvres, on voit jamais les non-conformes. Et dans ce film, la petite zone dans laquelle ils se rejoignent, qui s'appelle en plus Justiceville, c'est vraiment les délaissés qu'on montre jamais, parce qu'on montre toujours ce qui brille. Voilà, et ça m'intéresse. Et il y a même un moment où on veut vraiment pas les voir, ces pauvres. Il y a un bulldozer qui va venir jusqu'à détruire toute cette espèce de petite vie qui s'organise là dans une espèce de petit village un peu taudis. Et non, on va quand même tout détruire, quoi. Politiquement plutôt orienté à gauche, Carpenter ne cache pas son attachement au petit peuple. Dans Prince des Ténèbres, les premiers touchés par le mal qui se répand sur Terre sont également des sans-abri. Une autre chose qui m'intéresse aussi, c'est que, mais peut-être Jonathan pourra me contredire là-dessus, dans l'industrie du cinéma américain, il y avait un dogme jusqu'à je ne sais pas quand, qui obligeait à avoir un happy end, c'est-à-dire une fin heureuse. Et ce que j'aime dans ce film, c'est que non, c'est pas du tout heureux. Et ça donne à réfléchir en fait, parce que c'est une possibilité dans notre vie qu'il y a des épreuves et que ça se finisse pas bien. Ouais, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que le héros, il est en fait très cool, je trouve, mais qui cherche à se battre pour sa dignité, et que ce qu'il regarde, il sent bien que il y a un problème, donc il cherche la vérité en fait. C'est pour ça qu'à un moment, les lunettes, c'est ok, c'est pour mieux voir. Et ce héros, il a quelque chose de très rare, c'est que c'est un pauvre, c'est un déraciné. C'est pas le héros cool, riche, qu'on voit d'habitude dans les films. Lui, il est seul en fait. Et apparemment, il a quitté sa famille, c'est compliqué. En tout cas, il est issu d'une classe populaire qu'on voit jamais. Déjà, par le choix du nom. Carpenter annonce la couleur. John Nada, donc John rien du tout, est seul et débarque en ville sans attache, à la manière d'un héros westernien. Comme ce dernier, il va s'acclimater à la ville en cherchant un petit boulot, et de là va démarrer son aventure. Son héroïsme, malgré ses tendances indépendantistes, font de lui un héritier des personnages à la John Wayne ou Clint Eastwood. Alors par contre, ce qui m'a pas plu du tout, c'est que ce John Nada, là, ça ressemble un peu au cow-boy solitaire, comme Lucky Luke. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de femmes héroïnes. Voilà. Et bon. Une chose qui m'a pas plu non plus, c'est les aliens. Je les trouve pas terribles. Mais bon, c'est peut-être l'époque. Et puis alors, il y en a une qui m'a vraiment épuisée. C'est la scène du combat. Je crois qu'elle dure 10 minutes. Et ça, c'est fatigant. Vraiment. Concernant les points négatifs que tu as pu relever, tout d'abord, John Nada est un personnage des années 80. Interprété par un ancien catcheur en reconversion professionnelle, il évolue dans une époque dominée par les gros bras de l'action, comme Stallone ou Schwarzenegger. Il faudra attendre les années 2000, avec Ghost of Mars, pour que Carpenter ait un personnage principal badass féminin, même si les femmes ont toujours eu une place de choix dans sa filmographie, comme dans Halloween, où Laurie Strode venait à bout du tueur masqué. Vu le budget, les masques en latex font le job, et cette manière de représenter la menace extraterrestre était plus intéressante et subtile que dans certains films du même genre. Je trouve aussi le combat long, très long. De l'aveu de Carpenter, cette séquence est un hommage à la scène de bagarre avec John Wayne dans L'Homme tranquille de John Ford.
un autre hommage au western trouvable dans ce Invasion Los Angeles. Invasion Los Angeles est un film culte, et ses multiples niveaux de lecture en font un film vraiment intéressant à suivre. Personnellement, c'est pas mon préféré de Carpenter, je préfère certains films plus sombres comme The Thing ou Prince des Ténèbres. Mais Invasion Los Angeles reste un film encore agréable à regarder aujourd'hui, surtout parce qu'il a une portée sur notre perception du monde, comme tu as pu le signaler, et surtout sur notre manière de critiquer notre société et de prendre du recul. Ce que j'aime finalement, c'est qu'à la fin, on se dit qu'on peut changer de regard. Alors on peut mettre des lunettes, pas de lunettes, c'est un artifice ça, mais je pense que à l'adolescence, on a besoin de savoir un petit peu à quel discours on peut se fier, en fait. Quelles sont les révoltes saines et qu'est-ce qui est authentique. Et ce qui est authentique dans ce film, c'est l'idée qu'on peut dépasser les apparences et regarder avec un peu plus de finesse le monde qui nous entoure, les discours qui nous entourent, les images, tout ce qui brille. Pour voir un petit peu chercher la vérité en fait. Voilà. Et voilà, donc j'ai pas tout aimé et en même temps j'ai adoré.